Bonjour à tous, voilà la suite donc du chapitre sur l'islam. Donc la partie 2 et la partie 3 que vous avez dans la fiche d'objectifs sur le premier diaporama. Donc la partie 2, je vous rappelle, c'est comment les Arabes ont-ils conquis un si grand empire. Donc avec cette vidéo, il va falloir faire la carte mentale. Vous pouvez regarder aussi donc, les documents page 34-35 de votre livre, mais je les ai remis dans le diaporama, donc pas de problème. Et ensuite donc... avec cette vidéo aussi, je vous explique le rôle du calife. Ensuite, on verra en grand 3 que c'est une civilisation d'art et de science. Donc pareil, avec la vidéo, il faudra là, cette fois, faire un récit sur la ville de Bagdad. Et puis, vous aurez un peu plus tard une vidéo sur la mosquée de Cordoue. Allez, donc comment les Arabes ont-ils conquis un si grand empire? Premier document que vous avez aussi donc, sur votre livre, c'est donc une carte qui montre comment le monde musulman s'est étendu entre le 7e et le 8e siècle. Donc, on peut voir une première partie qui s'intitule l'expansion de l'islam. Donc attention, c'est un petit i, donc on est d'accord que c'est la religion. C'est-à-dire que en fait, la religion s'est étendue petit à petit dans les différentes populations et ensuite donc ça a créé cet empire de l'islam. Donc on voit qu'au départ, il y a la conquête sous Mohammed. Je vous rappelle que c'est le premier à avoir entendu donc la voix de Allah, qui est donc devenu le prophète et qui étend donc cette religion dans une partie de l'Arabie. Donc c'est le vert foncé avec la Mecque et Médine qu'on a vu. Et donc au départ, l'islam naît en Arabie, d'où est originaire Muhammad, et où il va, je vous rappelle, unifier, conquérir les tribus polythéistes et faire un État musulman. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle les premiers califes. Donc les premiers califes, c'est le vert clair. Vous voyez que ces premiers califes, donc c'est ceux qui vont succéder, c'est les chefs, les différents chefs qui vont succéder à la tête de l'État musulman après Muhammad. Donc de 632 à 660, on voit que l'expansion sort de l'Arabie, puisque l'islam va s'étendre vers l'Égypte, vers la Syrie et vers aussi la Perse, avec notamment Bagdad. Ensuite, deuxième temps de conquête, et ça va être l'expansion la plus importante que va connaître l'empire de l'islam, c'est donc les rayures vertes. Et donc c'est de 661 à 750, c'est la conquête par les Omeyyades. Donc les Omeyyades, c'est une dynastie de califes, on le verra, qui avaient donc leur capitale à Damas, en Syrie, et vous voyez qu'ils se sont étendus donc jusqu'à l'Indus, le fleuve Indus, après la Perse. Ils ont pris donc tout le nord de l'Afrique et ils sont montés jusqu'en Espagne, avec notamment Grenade et Cordoue, qui sont donc des grandes villes à l'époque de l'islam. Voilà. Cette carte, on revoit aussi notre fameux empire chrétien, les chrétiens d'Occident. Et on voit aussi l'empire byzantin, vous voyez, qui a été grignoté donc, par notamment les premiers califes. Voilà. Cette carte, elle est importante aussi, on y reviendra, puisqu'on y voit les villes saintes de l'islam, les capitales des califes. Voilà. Donc, voilà, donc si on reprend, après Muhammad, la mort de Muhammad en 632, les premiers califes, puis ensuite la dynastie des Omeyyades, ont conquis donc un vaste territoire qui va de l'Espagne jusqu'à l'Indus, et en prenant une grande partie de l'Afrique du Nord. Donc cette conquête, elle s'est fait quand même sur un temps relativement long, un peu plus d'une centaine d'années. Donc on calcule à partir
de 632 avec les premiers califes jusqu'à 750. C'est là où l'expansion va s'étendre le plus. Alors, donc vous avez dans le document 2 justement les premiers califes qui sont les successeurs de Muhammad. On vous dit après la mort de Muhammad, les 4 premiers califes entreprennent de nombreuses conquêtes. Donc déjà, eux vont être vraiment une force de conquête. Ils sont là aussi vraiment pour combattre. On le verra quand on verra le rôle des califes. Ensuite, autre chose qui fait que les musulmans vont conquérir assez rapidement. Donc déjà, ils ont un chef combattant. Muhammad, c'était déjà le cas. Je vous rappelle qu'il reprend la Mecque. Voilà, c'est un militaire. Il combat. Les califes vont avoir aussi ce rôle-là de combattre. Et en plus, ils vont aussi profiter de la faiblesse parfois des chefs qu'il y avait dans les empires qui vont conquérir. Et surtout, ils vont apporter une sécurité à la population qui fait que la population va adhérer à la conquête. C'est ce qu'on vous explique dans le document 3. Donc on vous dit les musulmans garantissent la sécurité au peuple soumis. Donc là notamment c'est l'empire byzantin. Donc à l'époque les empereurs byzantins sont assez faibles, ils ne sont pas forcément toujours appréciés par la population. Et du coup les musulmans vont aussi en profiter. On vous dit l'empereur byzantin Héraclius vaincu à Homs puis à Yarmouk, donc ces 2 grandes batailles, il perd la Syrie, puisque je vous rappelle qu'avant la Syrie faisait partie de l'empire byzantin. Donc on vous explique. Les musulmans dirent aux habitants de Homs, « Nous sommes trop occupés pour vous protéger. » Mais les habitants répondirent, « Nous préférons de beaucoup votre domination et votre justice à l'état d'oppression dans lequel nous vivions dans l'empire byzantin. Si l'armée d'Héraclius vient, nous les repousserons de la ville. » Les habitants des autres villes de Syrie, juifs et chrétiens, qui avaient capitulé entre les mains des musulmans, agirent de la même manière. Et quand les Byzantins furent défaits à la bataille de Yarmouk par les musulmans victorieux, les habitants ouvrirent les portes de leur ville et payèrent la capitation. Donc on vous dit c'est un impôt. Alors, il n'est pas facile ce texte. Moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que en fait, les musulmans vont profiter du fait que, là on le voit bien, les habitants n'adhèrent pas forcément à l'empereur byzantin qui est vu, alors attention, c'est un texte fait par un musulman, mais c'est quand même les sources réelles qui n'étaient pas forcément bien vues. Et du coup, les musulmans sont presque vus comme de meilleurs chefs, parce qu'ils garantissent la sécurité, ils garantissent aussi, ça c'est important, les différents cultes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas chercher forcément à ce que les juifs ou les chrétiens de l'empire qui vont prendre de l'empire byzantin donc en Syrie, ils vont pas les forcer à devenir musulmans. Par contre, la contrepartie, c'est que s'ils ne se convertissent pas à l'islam, ils doivent, pour être protégés, payer dans ce qu'on appelle la capitation, c'est-à-dire un impôt en signe de soumission à l'empire, à l'islam. Voilà, donc c'est... Mais du coup, ils sont sûrs d'avoir une sécurité. Dernier document, donc, c'est l'idée que les Mongols prennent Bagdad en 1258. Et je vous l'ai mis parce que ça marque aussi quand même la grande expansion, même si elle s'arrête un peu avant. Là, ça va vraiment être un coup dur dans l'Empire. Et ça marque vraiment la fin de l'expansion de l'islam. Et notamment, ça va être la fin du règne de ce qu'on appelle les Abbassides. Donc c'est la 2e dynastie après les Omeyyades. En fait, on a les premiers califes, ensuite on a les Omeyyades jusqu'en 750. Excusez-moi. Et ensuite, on a donc les Abbassides jusqu'en 1258. Et donc en fait, c'est vrai que les musulmans vont être attaqués par un peuple dont je vous ai parlé dans la toute première partie, qui s'appellent donc les Mongols, qui viennent de Mongolie, qui à l'époque ont étendu énormément leur empire. Ils vont même aller jusqu'aux portes de l'Europe et donc faire très très peur. Et donc aussi débouler sur l'empire de l'islam, et notamment dans la ville de Bagdad, qui à l'époque est la capitale des Abbassides. Et donc on vous dit que le calife est mis à mort, donc vous voyez que ça va être une bataille vraiment sanglante, et notamment une grande partie de la population aussi est massacrée. Par contre, Bagdad ne va pas être détruite.
Voilà, donc là, si on voit l'image, on voit que les Mongols assiègent Bagdad, on voit les grands remparts de la ville. On a les soldats qui défendent hein, mais comme ils peuvent, voilà. Et on voit des hommes aussi qui tentent, on voit le fleuve, le numéro 3, il y a des hommes qui s'enfuient sur le fleuve qui s'appelle le Tigre et qui essayent d'amener le calife. Et après, on a des femmes qui regardent la scène de balcon. Donc c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire de l'islam parce que ça va marquer un coup fatal quand même à cet empire qui était très brillant et surtout ça va mettre fin à une dynastie qui est la dynastie des Abbassides. Alors après l'empire de l'islam va continuer mais un peu de manière différente. Donc c'est pour ça que nous on s'arrête à cette date-là, donc de 1258. Alors, si vous avez bien compris, donc vous allez ensuite remplir la carte mentale, vous verrez toute simple. Et en fait, ce que je veux, c'est que vous compreniez donc comment s'est étendu un petit peu tout cet empire. Alors, je vous ai mis justement les mots, les termes que vous devez remettre dans votre carte mentale. Donc, il y a l'idée du rôle des premiers califes. Il y a la volonté de diffuser l'islam, parce qu'en effet, même dans le Coran, il y a cette idée que l'islam doit être une religion qui doit se diffuser, c'est-à-dire qu'on doit convaincre le plus de monde possible à se convertir à l'islam. Donc ça explique aussi pourquoi ils ont voulu conquérir leur territoire, sortir de l'Arabie. Après, donc, il y a l'idée d'extension autour de la Méditerranée, ça c'est pour localiser. Le rôle de la cavalerie, alors ça va avec les califes. Les califes sont des chefs militaires et donc ils ont une armée et à l'époque les cavaliers, c'est-à-dire les hommes à cheval musulmans étaient très performants. C'était des cavaliers hors pair, très redoutés et cette cavalerie elle a fait en sorte qu'ils ont pu conquérir très facilement parce qu'ils ont une force militaire très forte. On a l'idée des califes omeyyades, donc voilà. L'idée de perte de territoire pour l'Empire byzantin, parce que c'est vrai qu'il grignote beaucoup sur cet empire. La protection des peuples conquis en échange d'un impôt. La fin de l'expansion par la prise de Bagdad par les Mongols en 1258. Voilà. Donc là, tout est en désordre et il va falloir le mettre sur la carte mentale. Donc justement, cette carte mentale, je vous l'ai déjà faite pour que ça soit plus facile. Donc soit vous imprimez juste cette diaporama, vous sélectionnez la page pour pas tout imprimer, soit vous le refaites tranquillement dans votre cahier, comme ça vous pouvez mettre des couleurs et tout, comme vous le souhaitez aussi. Donc l'idée en général, c'est l'expansion rapide de l'islam. Alors attention, là j'ai mis avec un grand I, parce que c'est la civilisation, c'est-à-dire que c'est l'empire. Donc il y a à la fois la religion, mais il y a aussi bien sûr après toute la civilisation, puisque va venir avec cette conquête, donc la religion, la langue, l'organisation gouvernementale, les arts et tout ce qui va avec. Donc j'ai organisé, comme quand on fait un récit, avec les grandes questions qu'on doit se poser. Donc par qui a été faite cette expansion ? Quand elle a été faite, je vous ai déjà mis les dates, donc 632-750. Pourquoi ils ont voulu étendre leur empire ? Comment ils l'ont fait et avec quels résultats ? Donc, je vous rappelle, il faut reprendre les termes que je vous ai expliqués juste avant et les remettre au bon endroit. Vous avez vu que pour vous aider, je vous ai mis les tirets. Donc, par qui il y a deux choses à trouver, le pourquoi il y a une seule chose, comment il y a deux choses à trouver et avec quel résultat il y a trois choses à trouver. Voilà, essayez de bien prendre ça. Allez, autre exercice. Vous allez observer la carte du document numéro 1, donc sur le diaporama ou la même dans votre livre, je vous le rappelle, à la page 34, si vous le souhaitez. Et du coup, vous allez répondre, alors on le fait à l'oral, et puis de toute façon, après cette carte, il faudra quand même l'avoir en tête.
Donc je vous aide. Donc on vous demande déjà quelles sont les villes saintes de l'islam. Alors si on regarde sur votre carte, c'est les lieux importants de l'islam, c'est le petit 2. Et là on vous dit, avec un petit rond vert, ville sainte de l'islam. À vous de les trouver. Je vous laisse réfléchir. Voilà, donc normalement vous avez trouvé, parce que vous êtes super fort, 3 villes. La Mecque, qui est la première, je vous les donne en ordre. Médine, qui est la seconde ville sainte. Et la troisième, qui est Jérusalem. Et qui est une ville sainte aussi du judaïsme et du christianisme. Et vous le savez, Jérusalem, étant la ville sainte de 3 grandes religions, il va y avoir pas mal de batailles autour de Jérusalem. Donc je vous répète, la Mecque, qui est la ville sainte, la première, puisque c'est là où est né Muhammad, c'est là aussi où il est mort, et c'est là où donc les musulmans doivent aller faire le grand pèlerinage. Donc toute la ville est sainte, est consacrée à la religion. Ensuite, vous avez Médine, puisque c'est là où l'Hégire a eu lieu, où est parti en exil Muhammad, et Jérusalem aussi, puisque pareil, il va y aller dans son périple. Donc Jérusalem aussi est une ville sainte. Ensuite, on vous demande quelles sont les villes capitales qui sont sièges de califat. Donc le califat, c'est le territoire du calife. Donc les califes, ce sont les chefs de l'islam qui vont remplacer Muhammad à sa mort. On y reviendra. Alors là, c'est pareil, si on reprend notre carte, vous voyez que dans votre légende, on vous dit que la capitale des califes, c'est les carrés verts sous fond blanc. Donc si on regarde bien la carte, vous en avez plusieurs. Je vous laisse regarder. Voilà, donc vous avez dû trouver parce que ça c'était hyper facile. Dans cette carte, on a deux capitales. On a Le Caire, Damas. Mais en réalité aussi, ça c'était un peu plus compliqué parce que en fait, ils ont mis un autre figuré qui empêche. Mais il y a Bagdad aussi qui a été la grande capitale des Abbassides. On le verra. Et ensuite, plus tard, c'est pour ça qu'elle n'y est pas, il y aura aussi un califat à Cordoue. Voilà. Mais pas besoin de retenir. Donc, les grandes capitales, Le Caire, Damas et Bagdad. Voilà, Bagdad, en effet, il fallait la trouver. C'est pour ça que je vous le dis. Ensuite, quel territoire correspond aux provinces conquises par la dynastie des Omeyyades? Donc, là, c'est, je vous rappelle, le vert clair. Je vous laisse réfléchir. Donc, c'est tout ce qui était en vert clair rayé. Donc, ils ont conquis une grande partie donc, de l'Afrique du Nord. Ils ont conquis l'Espagne avec Cordoue et Grenade. Et ils ont conquis donc une partie, la partie extrême orientale de la Perse jusqu'à l'Indus. Voilà. Donc, c'est là où s'étend au plus fort l'islam. Alors, revenons justement au rôle du calife, qui est donc un mot que vous avez entendu là depuis le début. Et ce calife, il va être donc très important. Donc, première idée, le calife est un conquérant. En effet, ils doivent se battre et étendre, c'est vraiment un de leurs devoirs, étendre l'islam. Donc, ce sont des combattants de la même manière que Muhammad.
Petit 2, justement, on vous parle des devoirs du calife. Donc le calife, il doit maintenir la religion. Donc il est le chef religieux, il est garant de l'islam et de la bonne conduite de cette religion. Il doit aussi exécuter les décisions rendues entre plaideurs et mettre fin au procès, de façon à faire partout régner la justice. Donc c'est-à-dire que c'est lui qui gère la justice, il est le chef de la justice. Il doit protéger les pays d'islam et en respecter les abords pour que la population puisse gagner son pain et faire librement les déplacements qui lui sont nécessaires, sans exposer ni sa vie ni ses biens. Donc il est garant de la sécurité de l'Empire, et donc c'est en ça aussi que c'est un militaire, c'est le chef militaire, à la fois conquérant et à la fois celui qui sécurise tout l'Empire et tous les pays de l'islam, puisqu'il y avait plusieurs provinces, on le verra. Combattre ceux qui, après y avoir été invités, se refusent à embrasser l'islam jusqu'à ce qu'ils se convertissent ou paient un tribut pour établir les droits d'Allah en leur donnant la supériorité sur toute autre religion. Donc ça rejoint ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'ils conquièrent, ce sont des conquérants, donc ils doivent combattre. Ils proposent bien sûr aux populations le plus possible, puisqu'ils ont la volonté d'étendre la religion, de se convertir, ou alors d'accepter la capitation, l'impôt. C'est ce qu'on a vu avec le texte, quand je vous ai dit, qui en fait il protège les populations, c'est-à-dire qu'il n'oblige pas la religion, mais par contre c'est soit ils payent l'impôt en soumission, c'est-à-dire que la population accepte de se soumettre à l'état des musulmans, soit ils deviennent musulmans, mais sinon ils combattaient les gens qui étaient contre. Donc vous voyez qu'il y a un côté vraiment guerrier, toujours donc cette idée de chef militaire. Alors justement, cette idée de conquête, cette idée d'étendre l'islam, c'est ce qu'on appelle en réalité le djihad, la guerre sainte, qui est aujourd'hui reprise, attention, de manière complètement fausse, puisque finalement, quand on voit cette conquête, même si elle s'est faite de manière guerrière, comme beaucoup de conquêtes de territoires depuis que l'homme est homme, il y a quand même toujours cette idée qu'on laisse le choix, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas massacrer les populations qui acceptent de se soumettre, voire ils vont les protéger et ils ne vont jamais détruire. Beaucoup de textes, justement, on rappelle que malgré la conquête, ils ne vont pas détruire les églises chrétiennes, notamment dans l'Empire byzantin, ils ne vont pas détruire les synagogues juives, et voilà, à partir du moment où la population accepte de payer l'impôt, au contraire, ils les protègent, ils les laissent tranquilles. Voilà, donc attention de ne pas mélanger avec les corporations, enfin les terroristes actuels qui reprennent cette idée de djihad, mais qui en ont complètement dévarié le sens. Alors justement, le calife, donc il est le représentant d'Allah sur terre, il est le chef religieux, politique et militaire. Il a donc tous les pouvoirs, ce calife. Par contre, vous voyez l'étendue, que ce soit les premiers califes ou les Omeyyades, l'étendue de l'empire étant très vaste, il ne peut pas diriger de partout tout seul. Donc il va être aidé. Notamment, il va nommer un vizir, qui est une sorte de premier ministre, qui va diriger l'administration, mais qui dirige dans la capitale, c'est-à-dire dans le territoire où se trouve le calife. Donc ça peut être soit au Caire, soit à Damas, soit à Bagdad, soit même à Cordoue, vu qu'après ça deviendra aussi un califat. Ensuite, il va nommer dans les provinces les émirs, qui sont des gouverneurs et qui vont donc diriger des émirats. C'est un terme qui existe encore, puisque vous connaissez aujourd'hui les Émirats arabes unis. Comme leur nom l'indique, c'est plusieurs émirats, donc territoires, dirigés par un émir. Donc ça, vous voyez que c'est quelque chose qui est resté. Et ils vont avoir aussi les cadis, ou un cadi des cadis, qui vont être les juges des provinces. Parce que je vous rappelle que notre calife, il rend la justice, mais vous imaginez bien qu'il ne peut pas parcourir tout le territoire. Vous avez vu l'immensité de l'Empire pour rendre la justice. Donc il va nommer des cadis pour rendre la justice en son nom. Et vous avez donc l'exemple justement avec une très belle enluminure du XIIIe siècle musulman, où on voit donc un cadi qui rend la justice.
Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une administration très forte, très mise en place. Ça doit même vous rappeler un petit peu ce qu'on avait vu avec l'Empire carolingien. Hein. Voilà. Donc, le rôle du calife. Je retiens une première leçon que je veux que vous ayez en tête. Donc, les successeurs de Muhammad sont appelés des califes, hein, c'est leur titre. Ils poursuivent les conquêtes musulmanes où les populations se convertissent à l'islam. Entre 632 et 750, les conquérants arabes créent un empire qui s'étend de la péninsule ibérique presque à la Chine, hein, c'est-à-dire à l'Indus. Le calife est un chef militaire, politique et religieux. Il le dirige d'abord depuis Damas, en Syrie, avec la dynastie des Omeyyades. Attention à savoir écrire. Hein. Donc au départ, ils sont sur Damas. Puis à partir de 750, depuis Bagdad, en Irak, avec la dynastie des Abbassides. Après, ça va beaucoup bouger, hein, mais déjà, retenez bien tout ça. Ça a été voilà, les deux grandes dynasties et les deux grands califats hein, de l'époque qu'on étudie. Donc je vous rappelle qu'il est aidé par un vizir, sorte de premier ministre qui a des pouvoirs étendus dans la capitale, et par des émirs, gouverneurs d'une province qui gouvernent les provinces. Enfin, les cadis rendent la justice dans les provinces. Voilà, ça fait beaucoup de provinces, mais c'est pour que vous compreniez bien. Allez, je passe donc au grand 3, une civilisation d'art et de sciences. Et là, on va étudier l'exemple de la capitale justement des Abbassides, Bagdad, qui était en Irak, enfin actuellement c'est l'Irak, pour que vous puissiez comprendre un petit peu donc en quoi c'était une civilisation d'art et de sciences. Allez, donc premier document, donc je vais vous expliquer bien les documents et après avec ça, il faudra faire un récit qu'il faudra me renvoyer. Donc Bagdad, capitale des Abbassides de 750 à 929. C'est bien la ville que, au dire de mon père, je dois fonder où je dois vivre et où régneront ensuite mes descendants. J'édifierai cette capitale et ce sera sans conteste la plus prospère du monde. Donc c'est Al-Mansour qui parle, fit la seule ville ronde au monde. Au centre de la ville, il y avait le palais du calife et à côté la grande mosquée. Plus loin, on trouvait les demeures des jeunes enfants d'Al-Mansour, des esclaves noirs attachés à son service, le trésor, les ministères et les administrations. Dans chacune de ces rues habitaient les officiers supérieurs et tous les fonctionnaires qui inspiraient assez de confiance pour être logés à proximité du calife. Donc vous voyez que sur ce document, on a déjà pas mal d'informations, puisque déjà on vous dit que donc, Bagdad est une capitale. C'est la capitale fondée par un certain Al-Mansour, qui était le calife abbasside hein, de l'époque, donc on vous dit à partir de 754. Et vous voyez qu'il va faire une ville, c'est pour ça que Bagdad va être une ville assez extraordinaire et un très grand centre culturel, économique, enfin tout ce que vous voulez. C'est la seule ville ronde de l'époque. Il va créer une ville complètement ronde pour montrer le cercle. Hein, en fait, c'est une figure qui représente la perfection. Donc on est au centre. Et justement au centre de cette perfection, de ce rond, il va y faire son palais. On vous explique aussi qu'autour, on va y trouver toute l'administration dont il a besoin. Donc les ministères, le trésor, hein, c'est là où il y a l'argent, les différentes administrations. Donc ça, c'est important. Donc justement, voilà un petit peu donc, à quoi ressemblait Bagdad au Xe siècle. Donc c'est une reconstitution. Donc vous voyez que c'est une ville ronde, enserrée de plusieurs remparts hein, qui protègent bien sûr le palais au centre. Donc dans le A, hein, vous avez le grand palais de Al-Mansour et des autres califes hein, qui vont suivre. Vous avez aussi la mosquée, qui est juste la grande mosquée qui est juste à côté. Et ensuite, hein, donc vous avez différents quartiers, notamment d'administration. Donc on vous dit que c'est une ville ronde, hein, c'est la seule ville hein, en effet qui a été
construite comme ça, connue dans le monde. Elle est pourvue de 4 portes. Donc on les voit, vous voyez dans les remparts, on a 4 portes qui représentent donc en fait les 4 orientations et qui montraient aussi qu'elle était ouverte sur les 4 coins du monde en fait, notamment par rapport au commerce. Au centre de la grande place s'élevait le palais, à côté duquel se trouvait la grande mosquée. Donc vous avez le plan de l'époque, donc vous voyez les remparts. Vous avez, avec le petit croissant vert, c'est donc la mosquée. L'espèce de fleur, on dirait une fleur, on va l'appeler une fleur. Violette, donc c'est le palais. Vous voyez qu'après, il y en a eu plusieurs. Et au départ, il est au centre. Vous avez donc l'administration du calife qui est juste à côté, tout autour. Et ensuite, les fonctionnaires, le quartier des fonctionnaires. Donc, je vous rappelle, les fonctionnaires, ce sont des personnes qui travaillent pour le gouvernement, pour donc le calife, qui vont s'occuper de plein de choses différentes. Ensuite, la ville s'est étendue, bien sûr, autour des remparts. Et vous voyez qu'on a créé un autre rempart vers l'Inde, là où il y a marqué vers l'Inde et la Chine sur votre carte. Donc, et vous avez, chose très importante, le souk aussi à l'extérieur, après quand la ville va s'étendre, bien sûr, puisque la ville va être la ville la plus peuplée de l'histoire à cette époque-là. Alors, vous avez un petit peu aussi de vocabulaire pour vous aider. Donc les Abbassides, dynastie arabe qui dirige le monde musulman de 750 à 1258, puisque après, je vous rappelle que c'est terminé avec la prise de Bagdad. Un calife, je vous ai expliqué ce que c'est, donc vous avez compris, c'est le chef de l'État musulman. Et une mosquée, c'est le lieu de culte des musulmans. Donc, pour vous donner encore un peu plus d'images, voilà une des portes du 7e siècle de Bagdad. Donc on vous dit qu'elle est entourée d'un fossé d'environ 20 mètres de large. Et il y avait 112 tours qui longent le mur d'enceinte, munies de portes de fer hautes et épaisses. Donc là, on y voit à la fois le côté protection guerrier. C'est une capitale, c'est la capitale du calife. Donc forcément, on y fait des remparts très importants. Et ensuite, on vous explique que du coup, le palais d'un autre calife qu'on étudiera aussi, on le retrouvera, ce calife qui s'appelle Haroun al-Rachid. Et on vous dit que la pièce était entièrement tapissée de soie et son plafond était en coupole. La voûte au-dessus d'eux était un décor assorti avec ses 100 caissons au moins, dont les parties creuses mêlaient l'or et le cristal, sans parler des incrustations de pierreries. Donc, ce document, c'est pour vous montrer que Bagdad est une capitale rayonnante qui doit montrer le pouvoir et la supériorité du calife, et donc forcément son palais est assez extraordinaire. Donc là, on le voit entre les tapisseries de soie, la coupole, qui est une architecture encore difficile à l'époque et typique aussi de l'islam, même si on l'a aussi un peu dans l'Empire byzantin, mais voilà, l'idée d'une belle coupole. On vous dit qu'il y a de l'or, il y a du cristal, il y a des pierreries de partout. Le calife, il doit montrer aussi sa richesse et sa puissance dans sa capitale. Alors, dans cette grande capitale qui est Bagdad, on trouve aussi donc, le côté économique avec les souks, et notamment le grand souk de Bagdad qui était très connu. Donc, on dit notamment qu'il y avait des marchands venus du monde entier, que ce soit de l'Asie comme de l'Europe, et qu'on y trouvait tout, de la soierie, des épices venues d'Inde et de Chine, des fourrures venues d'Europe du Nord. Enfin, voilà, il faut imaginer donc le souk, c'est un grand marché où on pouvait trouver un ciel ouvert ou parfois un peu fermé, mais voilà, c'est un très très grand marché. Donc on vous dit justement, il y a d'abord le grand espace nommé Place du Pont, puis le marché des oiseaux, un marché où l'on peut trouver toutes les sortes de fleurs, et sur les côtés duquel se trouvent les boutiques élégantes des changeurs. Donc les changeurs, c'est ceux qui changeaient les monnaies.
Puis celui des traiteurs, celui des boulangers, celui des bouchers, celui des orfèvres. Les orfèvres, ça va être tout ce qui est alors bijoux, mais aussi tout ce qui va être l'orfèvrerie, de la vaisselle avec des pierreries, des choses, des coffres, tout ce qui est avec des métaux précieux. Puis il y a le marché des libraires, immense, qui est aussi le lieu de rassemblement des savants et des poètes. Les parfumeurs ne se mélangent pas avec les marchands de graisse et de produits aux odeurs désagréables. De même, les marchands d'objets neufs ne se mélangent pas avec les marchands d'objets usagés. Donc voilà, il faut imaginer un immense marché avec différents quartiers, le quartier des orfèvres, le quartier des boulangers, le quartier des bouchers, le quartier des parfumeurs. Donc on y trouvait de tout et des choses très précieuses qui venaient de très très loin. Et donc ça faisait vraiment de Bagdad à l'époque un carrefour commercial mondial entre l'Europe et l'Asie, puisque à l'époque l'Amérique, on n'a pas encore l'idée. Mais il faut imaginer que il n'y avait pas que les Bagdadis, ni même que les musulmans qui allaient dans le souk de Bagdad. C'était vraiment le monde entier qui s'y croisait, enfin le monde entier de l'époque. Et on y croisait donc des grandes marchandises qui après même de Bagdad partaient vers l'Europe, ou de l'Europe ou de Bagdad qui pouvaient partir aussi en Asie et en Inde. Voilà pour le souk. Donc ils sont les grands marchés musulmans. Alors, autre lieu très 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 connu et très important à Bagdad, c'était la bibliothèque. Bagdad avait une immense bibliothèque qui était aussi un lieu de traduction et un lieu où les savants séjournaient. Et notamment, ils ont récupéré en fait, quand ils ont conquis l'Empire byzantin, ils ont récupéré aussi tous les livres des Grecs anciens qu'ils vont traduire dans la langue arabe. Et c'est grâce en fait à ce travail-là des savants musulmans qui vont retraduire le grec en arabe et surtout récupérer tous les manuscrits anciens qu'ensuite ils vont se diffuser en Occident, où ils avaient été complètement perdus pendant le Moyen-Âge. On avait un peu oublié la philosophie grecque et la médecine grecque, notamment même les mathématiques qu'ils vont reprendre. Et du coup, comme ils vont les retraduire et les diffuser, du coup, ça va arriver ensuite, on le verra avec les croisades, notamment en Europe. Donc, il faut imaginer donc une ville vraiment de connaissances, de culture, avec cette immense bibliothèque qui, à l'époque, renfermait le plus d'ouvrages inimaginables, donc littéraires, philosophiques, scientifiques, notamment de mathématiques, et qui venaient de différents endroits, donc des Grecs, notamment les écrits des Grecs anciens, mais aussi des Perses et aussi Indiens. Donc il y a eu un très grand travail. Donc à l'époque, il faut savoir que, c'est pour ça qu'on parle d'une civilisation d'art et de sciences, il y avait des très très grands savants, médecins, astronomes, mathématiciens, qui ont fait énormément avancer les sciences à l'époque. Donc, et justement, où ils ont repris les travaux, parfois qui avaient été faits à l'Antiquité, et qu'ils ont continué, et après qu'ils vont ensuite diffuser. Donc on vous dit aussi que dans les villes, et notamment le cas de Bagdad, les califes et les émirs justement vont fonder ce qu'on appelle des madrasas, qui sont des lieux d'études du droit et de la religion, où sont logés les étudiants et les savants de passage. Donc à la fois on va étudier bien sûr le Coran et la religion de l'islam, mais ils vont aussi bien sûr ce sont des savants, donc ils vont lire, ils vont travailler sur énormément de choses. Donc ce sont des universités qui vont se créer un peu de partout, et des bibliothèques aussi. Voilà, donc ce que je vous demande et qu'il faudra me rendre et qui sera noté, c'est avec les documents qu'on vient de voir et la vidéo, vous allez expliquer en quoi Bagdad est un grand centre politique, religieux et culturel, alors économique et culturel, de l'islam. Donc ce qu'il faut faire d'abord, je veux que vous classiez
d'abord les idées de chaque document dans un tableau dans ce tableau en 3 parties que vous avez en dessous. C'est-à-dire qu'à chaque fois, par rapport à ce que je vous explique, vous allez prendre les idées et dire déjà si ça va plutôt dans l'idée de centre politique, dans l'idée de centre religieux ou dans l'idée de centre économique et culturel. Je prends par exemple l'idée du premier document où on parle de capitale des Abbassides. On est d'accord que là on est sur du politique puisque c'est l'endroit où siège le calife et où on a l'administration du calife. Donc vous voyez, c'est toutes ces idées-là qu'il faut ressortir pour chaque catégorie et chaque document qu'on vient de voir. Une fois que vous avez vos idées classées donc dans ces 3 parties, en fait vous allez rédiger en faisant 3 paragraphes. Donc 3 paragraphes. Un paragraphe commence par un alinéa. Et quand on change de paragraphe, soit on refait un alinéa, soit on saute une ligne. Moi, je préférerais que vous sautez une ligne pour bien différencier vos 3 paragraphes. Et les 3 paragraphes correspondent donc à une partie du tableau. Donc, première partie, c'est l'idée. Premier paragraphe, ça va être l'idée que Bagdad est un centre politique. Deuxième paragraphe, c'est l'idée que c'est un centre religieux. Troisième paragraphe, c'est l'idée que c'est un centre économique et culturel. Voilà, et donc à chaque fois, vous m'expliquez bien, en prenant bien les exemples des documents, en quoi c'est un centre politique, un centre religieux, un centre économique et culturel. Vous me mettez une petite phrase juste en me disant que Bagdad a été fondé par tel calife en telle année, et après vous démarrez vos paragraphes, d'accord ? Voilà, faites ça sérieusement, faites des phrases courtes, je ne vous demande pas de me faire des phrases fleuves, faites-moi des phrases courtes en me reprenant bien les grandes idées essentielles que je vous ai expliquées dans la vidéo et tout sera parfait, c'est pour vous obliger à rédiger, c'est très important cette année de rédiger, on l'a déjà fait en 6e un petit peu, donc vous en êtes largement capable, prenez le temps de le faire.